Je crois que monsieur, je m'assois ici, puis le panel pourra venir. Alors, je suis ravi en tant que président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe de m'associer à l'association pour une constituante de mes amis de longue date, Anne-Cécile Robert et André Bellon, avec toute une série d'organisations que je n'ai pas besoin de citer car elles se présenteront les uns et les autres. Alors pourquoi est-ce qu'un think tanker, un président d'une institution que l'on baptise un peu pompeusement laboratoire d'idées, trouve pertinent de parler de ce sujet? Car il résonne sur l'international. Et la crise de légitimité qui est la nôtre, la crise démocratique, est autant une crise qui impacte notre système politique. On est dans une actualité, je vous rappelle, un peu particulière, où nous avons connu 3 premiers ministres, dont le plus court mandat de Premier ministre, 90 jours. D'une certaine manière, on pourrait se poser la question de savoir si l'article 8 de la Constitution, qui donne ce pouvoir immanent au président de la République d'être maître des horloges du législatif, étant lui-même pas issu, en tout cas, de cette légitimité directe, de réviser un peu notre manière de nommer nos premiers ministres. Je rappelle, comparaison n'est pas raison, que les Allemands, c'est beaucoup plus simple. La loi fondamentale de 1949, l'article 63, précise que c'est bien le Bundestag, sur proposition du président, qui nomme à la majorité simple, et s'il n'y a pas de majorité, on revote le poste de chancelier. Ça a au moins le mérite de la démocratie directe, ou la démocratie vertueuse, verticale, et non pas du haut vers le bas, mais dans une double dynamique. Alors j'entends ce que le Premier ministre a évoqué. Ma première obsession, notre nouveau Premier ministre, éphémère certes, ma première obsession sera de briser le mur du verre qui s'est construit entre les citoyens et les pouvoirs. Je crois que c'est une façon, évidemment, une bonne façon de concevoir notre réflexion aujourd'hui. Alors cette réflexion, je voudrais en quelques minutes que me 3 et me donnent Anne-Cécile et André, vous parler de tout ce que cela génère de paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que nous sommes dans l'année 2024-2025 où on n'a jamais autant voté dans le monde. 54 élections, 3 milliards d'électeurs se sont rendus pour théoriquement répondre à une logique, une maïotique simple. L'élection fait la démocratie, l'élection permet l'alternance. Je vais essayer de dire que c'est pas aussi simple, malheureusement, que cela. Alors, je veux citer aussi Michel Barnier, éphémère, donc ancien Premier ministre, qui, en évoquant la diplomatie, mais vous remplacerez la diplomatie par responsable politique, et vous verrez là où je vais en venir, une diplomatie efficace et influente exige des diplomates professionnels. Alors, on remplace diplomate, on met responsable politique, force est de constater que, malheureusement, le compte n'y est pas. Alors, je ne voudrais pas non plus, évidemment, effleurer ce qui va être dit dans les différents tables rondes, mais quelques propos liminaires et introductifs. En rappelant peut-être que, une évidence, une forme de truisme, la Constitution du 4 octobre 1958, au moins dans l'esprit de certains de ces constitutionnalistes, René Capitan, qui rappelait que le pouvoir du peuple est permanent et que le pouvoir constituant du citoyen qui a voté n'est jamais remis en cause. Et d'une certaine façon, peut-être était-il un peu en déphasage avec d'autres de ses camarades constituants, Michel Debré, Pierre Finin, Guy Mollet, Louis Jacquinot, et, faut-il le rappeler, nous qui avons l'Afrique en cœur, ma chère Anne-Cécile, Félix Houphouët-Boigny, député de la 4e République, qui est aussi un des constituants de cette Constitution. Alors cette Constitution, je vous le rappelle, est basée sur 2 genres. La responsabilité, gagée sur un parlementarisme, je cite, de responsabilité équilibrée, un parlementarisme rationalisé, sur ces 2 fondements, qui, je crois, sont caducs, en tout cas, peut-être nous aurons l'occasion de les évoquer, la consultation populaire comme gage de démocratie directe, mais également corrélée par la stabilité exécutive et le contrôle parlementaire. Ces 3 évidences semblent un peu remises en cause depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire de décades. Situation donc actuelle qui justifie de facto et de jure, je crois que c'est l'objet de ce colloque, un aggiornamento institutionnel urgentissime. Nous avons déjà eu l'occasion depuis de nombreuses années d'en parler avec André par rapport à la constituante et les parcours politiques qui sont les nôtres. En
fait, il faudrait revenir tout simplement à l'essence même du discours de Bayeux de 1946, car le général de Gaulle avait une idée bien précise de la manière dont il voyait cet équilibre entre les pouvoirs qui, évidemment, a été disproportionné ou qui a été remis en cause. Alors, je voudrais désormais évoquer ces dysfonctionnements, en prenant peut-être qu'un seul exemple, vous en aurez d'autres, bien évidemment. L'usage, et je prends l'exemple caractéristique de l'usage disproportionné du 49.3, je vous rappelle que sous la Ve République, 113 utilisations du 49.3, Michel Rocard a ce titre record d'avoir utilisé le plus souvent, mais après tout, Elisabeth Borne plus Édouard Philippe plus Michel Barnier sont à peu près au même niveau, 28 pour Michel Rocard et 23 pour les 3 précédents premiers ministres que j'ai cités. Alors il se trouve que, comme vous le savez, je viens de l'environnement militaire. On m'a toujours dit qu'une arme de dissuasion servait à persuader, et qu'une fois qu'on utilisait l'arme de dissuasion, elle devient inefficace. Et donc de l'usage disproportionné du 49.3, comme il est de l'usage nucléaire, où certains voudraient utiliser le nucléaire à des fins tactiques, en enlever son essence. Et je crois que c'est un élément peut-être de réflexion. L'arme de destruction massive, qui prévenait les crises, est devenue le facteur même de la crise. Je crois que c'est aussi, à long terme de notre propos, une réflexion intéressante. Alors, je sais que André est un fervent défenseur de la Constitution, je vais y revenir, mais il y a, en tant que centriste, je ne me suis pas présenté, mais je suis par ailleurs secrétaire national des centristes, pas le MoDem, l'autre parti, l'ex-Nouveau Centre. Nous sommes dans une rationalité girondine, nous croyons à l'hétérogénéité des territoires, et nous pensons que la proportionnelle, pas intégrale, mais dosée, est une manière de reprendre un peu l'initiative démocratique. J'y reviendrai, si vous le voulez, dans les débats. Mais en tout cas, nous sommes, nous, persuadés qu'avant de renverser la table, de revenir à l'esprit de 1789 ou à l'esprit des 2 constituants de 45 et de 46, il faut accomplir ce qui n'a pas été terminé. Et nous sommes des grands décentralisateurs, je l'ai dit, nous nous situons dans cette historicité girondine. Évidemment, le premier acte de la décentralisation, les lois de fer en 1982, le deuxième acte de la décentralisation sous Jean-Pierre Raffarin, 2002-2004, qui fait que, je vous rappelle, selon l'article 1 de la Constitution, la République est une et indivisible, mais que son administration est décentralisée, donnant l'impression que c'est peut-être par ces pouvoirs décentralisés, ces pouvoirs locaux, ces pouvoirs régionaux, que pourrait se réinstaller une sorte de confiance rompue, brisée entre les citoyens et les élus qui sont évidemment critiquables dans leur non-respect de leurs paroles données, tenues, et des mandats qu'ils ont reçus. Donc une réforme territoriale qui, je rappelle, avait été engagée en 2014, la loi sur la délimitation des régions en 2015. Il faut donc retrouver ce souffle. Et je crois que vous êtes ici, dans le cadre de cette association, l'association pour une constitution, dans la logique de vous réapproprier ce qui fut ce souffle initial, celui de juillet 1989, de la première constitution en 1791, qui, de facto, est gagée par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789. D'aucuns pourraient vous dire que c'est loin. Alors si il y a effectivement la nécessité de réaffirmer les bases d'un dialogue, d'un équilibre entre le législatif et l'exécutif, peut-être pourrions-nous sortir du cadre révolutionnaire et prendre celui plus récent de la deuxième constituante, la période 1945, novembre 1945, puis la deuxième constituante en juin 1946. Ce qui me permet de retomber sur mes pattes du géopolitologue que je suis, car à cette époque-là, le monde se refaçonnait, et que les débats sur la démocratie dans nos pays, sur la partie occidentale du continent européen, ont résonance universelle. Juste après, la Constitution de 1946, de la même manière que la première constituante a précédé la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de René Cassin le 10 décembre 1948, et auparavant inspirée du solidarisme de Léon Bourgeois, nous ramène à un certain nombre de réalités évidentes que face à l'individualisme libéral, face au solidarisme autoritaire, celui qui était mu
par le centralisme démocratique de l'Union soviétique ou de la Chine à l'époque, trouve une alternance, ou une alternative, pardon, à travers ce solidarisme qui permet de libérer l'individu à travers cette déclaration ou cette approche, une approche sociale et humaniste propre à Léon Bourgeois, dont est issue la Société des Nations, puis l'UNESCO dans la foulée. Donc, retrouvons un peu cette logique, car les eaux troubles de la démocratie aujourd'hui sont une réalité. Laissez-moi vous en décrire quelques éléments les plus prégnants. Premièrement, un retour au jacksonisme américain du nom de l'ancien, du 7e président américain, qui ressemble quand même comme deux gouttes d'eau au trumpisme d'aujourd'hui. Un autoritarisme institutionnel, un protectionnisme économique et un non-interventionnisme international. Make America Great aux dépens des autres. Un jeu à somme nulle qui fait que ma sécurité prévaut plus que celle de mes alliés et singulièrement de mes voisins mexicains et canadiens. Bref, une réflexion sur la manière dont le phare démocratique est en fait devenu un perturbateur sur la scène internationale. De la même manière, un autoritarisme ethniciste, belliciste, sectaire, que l'on retrouve à peu près partout sur la planète, qu'on a parfois érigé en modèle. Ce n'est pas parce qu'il y a 650 millions d'électeurs en Inde que Narendra Modi est un démocrate. Narendra Modi est un taliban hindou, un nationaliste, qui veut, comme Benjamin Netanyahou, avoir une démocratie ethnique qui vise à éradiquer les minorités, la minorité des 225 millions de musulmans et les quelques 14 ou 15 millions de chrétiens pour l'Inde. Mais de la même manière, on pourrait faire le parallèle avec l'hubris néocolonial de Vladimir Poutine, ou le rêve, ou le retour d'un néo-ottomanisme turc de Recep Tayyip Erdogan, qui fraye quand même un peu avec une logique autoritaire et conservatrice, frèrement musulman, dont il est issu, bien sûr, je passe sous silence, Xi Jinping et Viktor Orban. Bref, retrouver un peu la manière de penser que notre vision du monde n'est pas forcément celle que certaines démocraties souveraines, dites illibérales. Il y a pour cela, comme vous l'avez tous lu, un excellent ouvrage romancé, Giuliano da Ampoli, qui parle du mage du Kremlin. C'est à peine romancé, car ça reprend la thèse de Vladislav Surkov, qui évoque le fait que, parfois, il y a une forme d'existentialisme qui prévaut, qui est supérieure à l'universalisme onusien dont nous sommes friands et garants. Je termine presque, André, je n'ai plus que 2-3 minutes, pour finalement revenir sur ce paradoxe que j'évoquais. La démocratie et l'élection en viendraient presque suspectes. Et d'une certaine manière, on voit bien que la manière dont le vote ou l'alternance politique à travers le vote n'est plus respectée. Si l'on prend l'exemple africain, que nous sommes ici plusieurs à connaître, force est de constater que face à des troisièmes mandats totalement irrespectueux des constitutions de ces pays, l'alternative, ce sont les coups d'État militaires. Ce fut le cas avec Alpha Condé, qui avait entamé indûment un troisième mandat en Guinée. Ce fut le cas avec Ali Bongo, qui, pour la même raison, a été donc dépossédé de son pouvoir par des militaires qui n'ont pas encore rendu le pouvoir, mais en tout cas qui justifient cela. C'est évidemment un peu différent avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Soudan, qui voient des responsables politiques délégitimés par leur inaction, leur gabegie et leur corruption. On a donc un peu l'impression que, quel que soit le vainqueur d'une élection, on l'érige comme une forme de stabilité. On a fait du vote l'alpha et l'oméga de notre coopération internationale, notamment avec nos pays africains. Cette stabilité est artificielle, elle est sous perfusion, et on voit bien avec deux cas d'école, le cas de la République de Centrafrique, avec Touadéra en décembre 2020, dont on avait dit qu'il était légitime parce qu'il y a eu un vote. On constate évidemment que la démocratie n'a pas forcément accompagné la réélection du président Touadéra. Il en est de même pour un exemple que vous connaissez peut-être davantage, parce que vous êtes peut-être plus nombreux à fréquenter la Tunisie, avec Kais Saïd. L'élection de Kais Saïd en octobre 2019 et sa réélection en octobre 2024 a été érigée comme une sorte de legs d'une révolution du jasmin qui libérait les forces vives de la Tunisie.
Or, ce n'est évidemment pas le cas quand on voit la régression démocratique, la manière dont le Parlement a été fermé, la manière dont l'autorité judiciaire a été bâillonnée. Bref, ce paradoxe qui fait que la démocratie n'est plus servie par le vote, et donc il nous faut trouver l'essence, la quintessence même de cette démocratie à travers une notion qu'on en oublierait presque, c'est le leadership, excusez mon anglicisme, la capitainerie vertueuse. Au lieu de critiquer les institutions, critiquons ceux qui en dévouent l'esprit et la lettre. Et peut-être que nous aurons là une première matrice de ce qu'il conviendrait de remettre dans le débat d'idées. Évidemment, comme je le disais, parfois nous sommes dans une logique totalement schizophrène où quand on a l'exemple même d'une démocratie qui marche, le Sénégal, avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye en avril 2024, on en viendrait presque à critiquer le fait qu'il soit démocrate et qu'il soit arrivé au pouvoir, car cela nous contraint dans notre relation vis-à-vis du continent africain et précisément du Sénégal. On pourrait dire la même chose de l'élection de Javier Milei. Que n'a-t-on pas entendu sur Javier Milei, alors même que Javier Milei a été élu sur une base de rupture avec un système à la fois kleptocrate et illégitime. Bref, je mets cela dans le débat que nous allons avoir pour évidemment réfléchir à la manière dont parfois nous avons des idées un peu tranchées sur la légitimité d'un certain nombre de responsables politiques. Certes, nous ne sommes plus à l'époque où il y avait un leadership vertueux. Je prends l'exemple que je connais bien de Juscelino Kubitschek au Brésil, de Lee Kuan Yew à Singapour, ou de Sukarno en Indonésie. On pourrait même rajouter Mahathir en Malaisie. Il ne vous a pas échappé que ce sont parfois des personnes qui sont qualifiées comme des illibéraux. Et pourtant, ils ont été réélus, ils sont restés au pouvoir longtemps, et ils ont amené, c'était la logique du grand bond en avant de Kubitschek, leur pays vers l'émergence beaucoup plus rapidement que nous le pensions, tout simplement par adhésion. Je crois que nous devons ne pas oublier ce fait que parfois les électeurs, dans leur fort intérieur, élisent légitimement ceux qu'ils estiment les représenter dignement. Mais évidemment, vous ne me verrez pas ici être totalement naïf. Il y a toujours des résistances transpartisanes, des dynamiques globalisantes qui visent à saper le droit des peuples à choisir par eux-mêmes, alors même que c'est le fondement d'une charte des Nations Unies qui va fêter son 4e anniversaire en juin et octobre prochain. Bref, essayez tout simplement, et ce sera mon mot de la fin, et d'une certaine façon, une façon de donner mon micro à Anne-Cécile, retrouver une simple logique que l'intérêt individuel n'est parfois pas antinomique avec l'intérêt général. Et que parfois, les droits individuels n'opèrent pas sur l'approche collective ou la solidarité collective. Nos amis asiatiques auraient beaucoup de leçons à nous donner sur ce point. Voilà, j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais un universitaire est toujours trop long. Il ne faut pas lui donner le micro au début, je suis sûr de donner le micro à la fin, car à la fin, il lasse les gens. Merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, je cède la parole à